Chers amis, bonjour, ici Paul Aimé, postdocteur en biologie pour la science par le vidéo que je n'ai absolument pas le temps ni l'envie de faire, mais que je vais prendre le temps de faire malgré mon emploi du temps surchargé aujourd'hui, parce que je la crois importante. Et cette vidéo va avoir pour question principale, finalement, est-ce que mes vidéos à moi servent à quelque chose? Depuis avril 2020, c'est-à-dire 2 ans et demi, je fais des vidéos scientifiques sur Internet, j'ai créé la chaîne La Science te parle. Elle existait un peu avant, j'ai mis quelques conférences que j'avais vues à l'UNIL ou au CHUV, Centre Hospitalo-Universitaire Vaudois. Mais je ne m'étais pas présenté, c'était juste des conférences que je mettais en ligne. La première étant celle d'Étienne Klein, et là, ça fait 2 ans et demi que je vous explique le monde de la recherche, le financement de la recherche. J'invite des gens, je fais des bunkages, je présente des nouveautés scientifiques, etc. Et à quoi servent mes vidéos? Pourquoi est-ce que je fais des vidéos sur Internet si les gens ne les regardent pas? Alors en fait, je constate que j'ai plus de succès, en tout cas ça a plus d'effet auprès de quelques personnes qui sont adeptes de théories des informations, du complot, et j'en ai entre 5 et 10 chaque année qui m'écrivent pour me dire merci, grâce à toi on a compris nos erreurs, on pensait des choses qui étaient fausses, et donc tu nous as permis de sortir de ça. Ce qui fait une vingtaine environ sur 2 ans et demi, et je suis très content de ça. Si toutes les heures que j'ai passées, et notamment à parler de vaccination, ont permis à des gens de comprendre ce que c'était, ont permis à des gens de sortir du cercle infernal de la désinformation, et si même il n'y en a que 20, pour ceux qui m'ont écrit, eh bien ça valait le coup. Là où j'ai moins d'effet, de toute évidence, c'est auprès des zététiciens. Nous allons en parler, notamment sur 2 erreurs que fait Thomas Durand, 2 erreurs qu'avait fait d'ailleurs Idriss Aberkan, en tout cas pour l'une d'entre elles, et que j'avais déjà débunké sur cette chaîne il y a près d'une année. Et aujourd'hui, je suis obligé de revenir parce que c'est un zététicien qui fait cette erreur. Avant cela, une chose. J'ai été contacté par un étudiant en journalisme qui se propose gracieusement de faire les vignettes pour la chaîne. Il me dit qu'il apprécie mon contenu, même lorsque ça n'est pas monté, comme celle-ci ne sera pas montée, j'ai absolument pas le temps. Et il veut m'aider à faire vignette. Il s'est proposé gracieusement de le faire. Je lui ai dit que tout travail mérite salaire. Je reste capitaliste, permettez-moi. Et donc, les dons Utip que vous allez me faire seront, lorsqu'il commencera à m'aider, sans doute janvier, février l'année prochaine, reversés à cet étudiant-là. Alors, ce n'est pas des sommes folles, puisque si je regarde ce que j'ai sur la réserve Utip, c'est 56 €. C'est-à-dire, depuis le mois d'octobre, j'ai gagné 56 €. On est début décembre, donc 2 mois, je fais une soixantaine d'euros. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'énorme, mais cette soixantaine d'euros sera reversée à cet étudiant en journalisme. Si bien sûr vous voulez aider la chaîne à se développer, à avoir de meilleures vignettes, je vous invite à aider la chaîne sur Utip. Passons donc aux 2 erreurs que fait Thomas Durand dans sa dernière vidéo. Je suis dans le bus, j'écoute parce que j'aime écouter les vidéos de Thomas Durand, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et là, je sursaute un petit peu. La première erreur, c'est sur le H-index. Alors, il parle parce que Jean-Dominique Michel parle du H-index de 7 de Thomas Durand. Alors, soit dit en passant, le mien est plus faible. Donc, si Jean-Dominique Michel estime que Thomas Durand est un mauvais chercheur, je le suis encore plus. Voilà, le mien est de 4, je ne vais pas le cacher. Et il répond, Thomas Durand répond à Jean-Dominique Michel sur le H-index en expliquant ce que c'est. La définition que donne Thomas Durand n'est pas fausse. Oui et non, en fait c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est la définition première du H-index, la définition du H-index tel qu'il a été développé par Hirsch en 2005 et publié par Hirsch en 2005. Hirsch commençant par H, c'est pour ça qu'on appelle ça le H-index. Le souci, c'est qu'à partir de 2010, Hirsch va prendre en compte un certain nombre de critiques qui ont été faites sur son H-index, et donc le H-index va évoluer. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu le H-index, vous verrez que si vous allez sur Scopus, Web of Science ou Google Scholar, vous n'avez pas le même, et en réalité, vous avez 3 H-index. Pourquoi? Parce que certains gardent la méthode de calcul ancienne et d'autres Scopus, et les éditeurs scientifiques qui sont maîtres un petit peu en médiamétrie, utilisent le H-index de Scopus. Et le H-index Scopus prend en compte les évolutions demandées par Hirsch, et notamment sur la place des auteurs dans les publications scientifiques. Selon si vous êtes premier auteur, co-premier auteur, second auteur, dernier auteur, avant-dernier auteur ou co-dernier auteur, vous n'aurez pas le même nombre de points qui va compter pour votre H-index, puisque H-index maintenant c'est aussi par nombre de points. Vous avez 1 point pour premier auteur ou co-premier, 0,5 pour second, 0,5 pour avant-dernier et 1 pour dernier ou co-dernier, et le reste au milieu c'est 0,25. L'objectif, c'est de lutter contre la fraude scientifique, contre l'augmentation artificielle du H-index de certains chercheurs
qui disqualifierait les bons chercheurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Didier Raoult, qui était dernier auteur. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, si vous comptez un auteur qui a énormément travaillé sur un projet et un auteur qui était juste là, qui est au milieu, mais parce qu'il a fait 2-3 expériences, ben, vous comprenez que si cet article est cité 100 fois, pour reprendre l'exemple de Thomas Durand, le H-index ça aura le même poids pour le H-index des personnes, alors que le travail sera totalement différent. L'un aura passé peut-être 3 jours à travailler dessus, l'autre 3 ans. On peut estimer raisonnable que ça ne peut pas compter pareil. Et c'est ce qu'a pris en compte Hirsch. C'est l'une des évolutions. Il y en a d'autres, entre autres, notamment sur le métrique journal dans lequel c'est peut-être un peu complexe ici. Donc, j'avais fait une vidéo pour expliquer ça, il y a des évolutions. Donc non, la définition donnée par Thomas Durand était vraie, mais n'est plus vraie, puisqu'il y a des évolutions. Et dans la vidéo où je vous en parle, où je débunk Idriss Aberkan, qui reprenait cette définition pour vous parler de Didier Raoult, je vous ai mis en source tous les papiers qui montrent cette évolution. Et tous les papiers qui parlent de cette évolution, je ne vais pas les remettre là, vous irez voir ma vidéo. Ça, c'est le premier point. Et je crois important, lorsque l'on veut lutter contre la fraude scientifique, de s'apercevoir que vous avez un certain nombre de paramètres qui changent pour justement lutter contre la fraude scientifique. Parce que l'une des fraudes, c'est de se mettre sur un papier alors qu'on n'y a pas travaillé. Exemple type Didier Raoult, encore une fois. Donc, le système évolue, le système des métriques évolue pour justement diminuer l'impact de la fraude scientifique. Et d'ailleurs, vous avez un certain nombre de journaux qui limitent le nombre d'auteurs que vous pouvez mettre sur les papiers. Bien sûr, ça dépend du projet externe, mais vous avez un certain nombre de journaux qui limitent le nombre d'auteurs. MDPI limite le nombre d'auteurs, par exemple. Donc c'est important de le noter, c'est que le choix des auteurs, c'est extrêmement important et ça influe sur le H-index. Et d'ailleurs, plus vous avez des auteurs, plus le nombre de points est diminué pour ceux qui sont au milieu. Voilà. Donc, vous avez le nombre d'auteurs aussi qui interviennent dans le calcul du H-index. Ça, c'est le premier point, et je crois important de revenir là-dessus, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de lutter contre la fraude scientifique. Le second point, c'est Predatory Journal. Alors là, que nous dit Thomas Durand? Aberkan a publié un article dans Publisher MDPI, qui est un Predatory Journal. Alors là, on voit d'ailleurs qu'il confond Publisher et Journal, on va revenir. Alors non, depuis 2014, MDPI n'est pas considéré comme un Predatory Journal. C'est un Open Access, un publisher en open access qui n'est pas considéré comme Predatory Journal. Il a été enlevé de la liste de Bell. Je vous en avais parlé. Je vous ai expliqué que pour un Predatory Journal, vous avez un certain nombre de critères qui fait qu'un journal ou pas est dans un Predatory Journal. La définition qu'a donnée Thomas Durand peut aussi bien s'appliquer à l'open access ou au Predatory Journal. Mais lui, il utilise cette définition pour le Predatory Journal, ce qui signifie que Nature, depuis décembre 2020, est un Predatory Journal. Voilà, je vous laisse digérer l'information. Si on prend la définition seule de Thomas Durand sans rentrer dans le détail, sans être précis, juste pour débunker Aberkan, en tout cas pour le critiquer, alors on doit dire que Nature, depuis décembre 2020, est un Predatory Journal. Et là, vous allez me dire, c'est marcher sur la tête. Oui, exactement, quand on n'est pas précis, on marche sur la tête. Et c'est ce que feront d'ailleurs les désinformateurs. Ne pas être précis, Thomas Durand nous dit dans sa vidéo qu'il faut être précis, soyons donc précis, cher Thomas. Le Predatory Journal, c'est une définition particulière, l'Open Access en a une autre. Vous avez des groupements d'Open Access qui définissent ce qui est ou non le Predatory Journal. C'est officiel, c'est quelque chose d'encadré. Je vous en avais parlé, ça me prendrait trop longtemps ici d'en reparler, il me faudrait 10 minutes pour vous en reparler. Je vous invite à voir la vidéo que j'avais faite à l'occasion et vous aurez tous les détails. Il ne faut pas confondre Open Access, Predatory Journal, Publisher et journaux. Et on va faire la distinction entre Publisher et journaux. Un publisher peut avoir un portfolio de plusieurs journaux et vous pouvez avoir des journaux de bonne qualité, des journaux de moindre qualité et vous pouvez au sein d'un publisher avoir des journaux qui sont de l'open access, des journaux qui sont en paywall et des journaux qui sont des predatory au sein même d'un publisher. Prenons l'exemple de Nature. Vous avez Nature Publishing Group, où vous avez le Nature Principles que tout le monde connaît et vous avez par exemple Scientific Report. Scientific Report n'est pas un mauvais journal, mais par rapport à Nature, ce n'est pas un bon journal. Et si vous regardez les journaux de niche, alors vous avez des journaux de niche qui sont bien meilleurs que Scientific Report. Et si vous regardez par exemple le MDPI Antioxidant, qui est l'un des meilleurs journaux de niche sur l'étude des antioxydants, eh bien il est bien meilleur que Scientific Report, c'est-à-dire que le journal de Nature Publishing Group. Si vous considérez que MDPI est un predatory publisher et non pas journal, vous devez considérer que Scientific Report, c'est de la merde absolue. Or, ça n'est pas vrai du tout. Et c'est là où il y a la complexité. Différencier le publisher des journaux, différencier l'open access du predatory journal.
Nature en 2020 a dit qu'il allait s'ouvrir en open access. Je parle du Nature Princeps. Le prix c'est de 9 000 $. Et si vous considérez que vous payez 9 000 $ et que vous êtes publié, c'est pas comme ça que ça marche parce que dans un open access, vous pouvez publier. S'ils veulent pas vous publier, vous pouvez payer. S'ils veulent pas vous publier, vous ne serez pas publié. Ils publient de la qualité. Et d'ailleurs, il y a eu une polémique à MDPI en 2020 où ils ont annoncé qu'ils privilégieraient les papiers provenant de laboratoires de recherche dans des pays plus développés, industrialisés. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, et ça n'est pas faux de le dire, même si ça fait polémique, et je peux expliquer dans une vidéo pourquoi ça fait polémique, que dans les pays développés, il y a moins de fraude scientifique que dans les pays moins développés. Et la raison est très simple, c'est que vous avez plus accès aux articles scientifiques. Et je vous ai fait une vidéo sur pourquoi les jeunes chercheurs en biomédecine sont meilleurs que les aînés par rapport à la lecture d'articles scientifiques. Vous voyez, toutes mes vidéos ont un lien parce que le monde scientifique, le monde de la recherche, tout a un lien avec tout. Et dans les pays développés, vous avez plus accès aux articles, vous avez plus accès aux techniques et aux méthodes. Et donc, MDPI dit, nous, on préfère ces pays-là. Mais ça veut dire, il pose cette question de comment on développe la recherche dans le monde plus pauvre. Et je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite d'ailleurs avec efficience sur comment est-ce qu'on financer la recherche dans un monde post-pétrole. Encore une fois, on se pose des bonnes questions sur cette chaîne. Donc non, MDPI n'est pas un publisher predatory. Il n'est pas considéré comme publisher predatory selon les définitions de predatory d'open access. Il est considéré comme publisher en open access. La question c'est est-ce que le journal, et là vous voyez je ne parle pas du publisher, Mathematics, là où a publié Idriss Aberkan, est un journal predatory? Selon la définition, non. Est-ce que c'est un bon journal? Absolument pas. C'est un mauvais journal qui est très peu cité. Et il est probable que l'H-index d'Aberkan reste 0 toute sa vie, 0 comme ça. Parce qu'il sera très peu cité, parce que Mathematics, c'est la poubelle du publishing. Mais c'est la poubelle du publishing en open access et non pas en predatory. Si vous considérez encore une fois que MDPI c'est du predatory, vous devez considérer que Nature depuis décembre 2020 c'est du predatory. Faites attention entre l'open access et le predatory. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi juste pour dire, vous voyez, lui, il publie de la merde. Idriss Aberkan a sans doute, et je ne suis pas mathématicien, je ne vais pas le juger, publié de la merde. C'est possible et probable, pour parler mathématiques. Il sera sans doute, c'est possible et probable, jamais cité. Mais il n'a pas publié en predatory, et ce n'est pas parce qu'il a payé qu'il a été publié. Critique, précise, focus, on y va. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai un peu remis les choses en place, mais c'était important de le faire. N'oubliez pas que si vous m'aidez sur Utip à partir de l'année prochaine, vous aiderez à faire les vignettes et cela me permettra de donner des sous à un étudiant en journalisme. Vous pouvez partager cette vidéo. Je ne vais pas taguer Thomas Durand sur Twitter. Je vous invite à le faire parce qu'après on va me critiquer en disant « Ah, je mets une vidéo contre lui ». Pas du tout. J'apprécie le personnage, sauf que quand il fait des erreurs, il faut aussi le dire, parce que si on fait que débunker des informateurs et pas aussi des fois les zététiciens, voilà. Moi on m'a déjà débunké, j'ai déjà répondu au débunkage qu'on a fait de moi, voilà, donc c'est le jeu aussi. Quand je dis des conneries, il faut me le dire, puis je réponds, voilà. Et il y a des vidéos où j'ai dit oui, c'est vrai, j'ai fait des erreurs dans cette vidéo-là, je reviens un peu sur le truc, bon. Donc c'est le jeu, hein, voilà, c'est comme ça, et puis si on débunk des informateurs, on va nous dire, oui, mais voyez, c'est une espèce de secte, machin, il faut que les choses soient précises. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.